Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat pour une édition du 22h largement consacrée ce soir à la séquence américaine de François Hollande. Première rencontre du président français avec son homologue américain. À Washington, les deux hommes se sont entretenus sur la crise de la dette en Europe et sur le dossier afghan. Des convergences ont été relevées sur la croissance dans la zone euro. Le compromis sera plus long à trouver sans doute sur le retrait anticipé des forces françaises d'Afghanistan. Mais cette rencontre a surtout été l'occasion pour François Hollande de faire connaissance avec Barack Obama et les Américains. Il faut dire qu'outre-Atlantique, le président français est encore un inconnu. Ses premiers pas au sommet du G8 ce soir à Camp David et au sommet de l'OTAN à Chicago à partir de dimanche seront suivis de très près. On va tout de suite écouter un extrait de la conférence de presse commune des chefs d'État français et américains. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Ce n'est pas la dernière. Il y en aura beaucoup d'autres, et le plus longtemps possible. Mais c'était très important que je puisse réaffirmer ici l'importance que joue la relation entre la France et les États-Unis. Nous avons évoqué un grand nombre de sujets. Évidemment, nous avons parlé de la crise dans la zone euro. Le président Hollande et moi-même, nous sommes d'accord pour dire que c'est une question absolument essentielle, non seulement pour les Européens, mais pour l'économie mondiale aussi. Et nous allons parler de cette riche actualité américaine dans un instant avec notre chroniqueur Jean-Luc Gombaud, François Durper, historien, spécialiste des États-Unis, et notre invité politique ce soir. Il connaît très bien le pays de l'oncle Sam. Il est ancien secrétaire d'État aux affaires européennes puis au commerce extérieur. Il s'agit de Pierre Lellouche dans un instant. Mais d'abord, nous allons évoquer dans le 22h l'actualité politique et législative en France. Après 5 jours de discussions intenses, les négociations entre le Parti socialiste et le Front de gauche ont échoué. Ils n'ont pas réussi à s'entendre sur des candidatures uniques pour faire barrage au Front national dans certaines circonscriptions. Un constat d'échec que Martine Aubry dit regretter ce soir, tandis que le Parti communiste y voit un très mauvais signe pour le rassemblement à gauche. On voit tout cela avec Sophie Normand. Ils avaient jusqu'à 18h, date limite du dépôt des candidatures pour trouver un accord. Mais les négociations entre le PS, Europe Écologie Les Verts et le Front de gauche n'ont pas abouti. En jeu, désigner des candidats uniques de la gauche dans les circonscriptions où elles risquent d'être éliminées au second tour des législatives en raison de la force du Front national. À chaque fois que le Front de gauche faisait des propositions, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, ce n'était pas le bon candidat, ce n'était pas la bonne circonscription. Les exigences d'Europe Écologie consistaient aussi à essayer de régler les problèmes de dissension, notamment avec des candidats socialistes contre des candidats Europe Écologie Parti Socialiste, par la demande de retrait de candidats de Front de gauche, avec quoi nous étions en désaccord. Le Front de gauche, qui souhaite un groupe puissant à l'Assemblée après le score à la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Chacun des partis rejette la faute sur l'autre. Il n'y a pas d'accord avec le Front de gauche parce qu'il y a des désaccords au sein du Front de gauche, mais le travail a été mené avec le Parti communiste dans de très bonnes conditions, un très bon climat, et ainsi qu'avec nos autres partenaires. Bon, c'est une responsabilité qui dépend d'eux, que nous respectons, que nous regrettons. Une situation gênante pour le rassemblement à gauche. Et dans la bataille des législatives, il y a une terre devenue symbole d'un affrontement très politique et il faut bien le dire aussi médiatique. Il s'agit d'Hénin-Beaumont. Cette ville de taille moyenne du Pas-de-Calais voit s'affronter d'un côté Marine Le Pen et de l'autre Jean-Luc Mélenchon. Le leader du Front de gauche espère remporter son pari dans cette région durement touchée par les fermetures d'usines. Mais vous allez le voir dans notre reportage, sur le terrain, le tribun Mélenchon doit encore faire ses preuves. Paul Bouffard et Cécile Sixou. C'est officiel, Jean-Luc Mélenchon est candidat aux législatives dans le Pas-de-Calais. Avec mon petit bouquet de fleurs, j'ai l'air d'un marié là. Pour le Front de gauche, l'homme se lance dans une nouvelle croisade face à Marine Le Pen. Il l'attaque dans son propre fief. Ici, la patronne du FN avait recueilli 25,5% des voix au scrutin présidentiel. À ceux qui l'accusent de parachutage, Jean-Luc Mélenchon répond. Elle tente, elle a le droit d'essayer de me délégitimer, elle qui est le commandant du premier bataillon de parachutistes politiques du pays. Celui qui ici est à sa place, c'est moi. J'ai des racines de 15 km dans le sol. Voilà. Merci, à tout à l'heure pour ceux qui vont à Rouvroy. Premier pas pour une nouvelle campagne. Dans les rues de Rouvroy, au cœur de la 11e circonscription et du bassin minier, l'accueil est plutôt bienveillant.
Si ça vous fait plaisir de me voir, je fais demi-tour pour vous toucher la main. Il est marqué attention au chien. Ah non, non, mais il est enfermé dans la cour. Vous allez bien, monsieur Mélenchon? Merci, monsieur. Oui, je vais bien. Et vous? Ça va, ça nous fait plaisir de vous voir par chez nous. Ah, c'est gentil de me dire ça. Parce qu'il y en a qui disent que je ne suis pas à ma place et tout ça. Eh bien, si, je suis à ma place. Ah, mais non, vous y êtes parfaitement, il n'y a pas de souci. Ici, Jean-Luc Mélenchon n'avait recueilli que 11,5% des suffrages au premier tour de la présidentielle. L'homme doit faire ses preuves, passer du national au local. Maintenant, il faut voir s'il va passer. Finalement, vu qu'il y a beaucoup qui demandent après lui, quoi. On se demande ce qu'il fait là. Voilà. Je crois qu'il est proche des gens, ça fait un peu comme François Hollande. Il peut venir du sud ou n'importe où, s'il a un bon programme, je vote pour lui, quoi. Front contre front, Le Pen contre Mélenchon. Jusqu'au 17 juin, la circonscription d'Hénin-Beaumont sera la petite finale de la présidentielle. Et on ouvre à présent notre page franco-américaine. Première rencontre donc tout à l'heure entre le chef de l'État français et son homologue US. 1h30 d'entretien dans le bureau ovale avant une conférence de presse commune où François Hollande et Barack Obama ont plaisanté sur les cheeseburgers et les French fries. Mais plus sérieusement, les deux présidents se sont entendus sur la nécessité de la croissance dans la zone euro. Le compromis sera sans doute plus long sur un autre dossier, celui du retrait des troupes françaises d'Afghanistan. Retour sur cette première journée américaine avec François Goulin. Ils ne s'étaient pas reparlé depuis le soir de la victoire de François Hollande, le 6 mai, au téléphone. Première poignée de main donc, et première rencontre, quelques heures avant le G8, pour un tête-à-tête à la Maison-Blanche. Nous avons suivi de près la remarquable élection de François Hollande. Je l'ai félicité pour sa victoire et je lui ai assuré que l'amitié et l'alliance entre les États-Unis et la France n'avaient pas seulement énormément d'importance pour moi, mais pour le peuple américain dans son ensemble. Je voulais que mon premier déplacement hors d'Europe soit aux États-Unis d'Amérique pour rencontrer le président Obama. Nous sommes dans un lien profond qui fait que entre la France et les États-Unis, il y a des causes que nous partageons. Celle des libertés, de la démocratie. Et donc nous avons, par notre histoire, par notre culture et par les événements que nous avons, les épreuves que nous avons traversées, des liens qui font que quand la France et les États-Unis se mettent d'accord, le monde peut avancer. En coulisses, de nombreuses questions tout de même sur le positionnement du président socialiste entre renégociation du pacte budgétaire et promesse de retrait d'Afghanistan dès la fin 2012. Les sujets de conversation n'ont pas manqué entre les deux hommes. Nous sommes d'accord que c'est une époque de transition en Afghanistan. Cette mission est appelée à évoluer. Il ne s'agira plus exclusivement d'une mission de combat. Il est important de continuer à soutenir la sécurité et le développement du peuple afghan. J'ai rappelé au président Obama l'engagement que j'avais pris devant le peuple français. Le retrait des troupes combattantes d'ici la fin de l'année 2012. J'ai également précisé qu'il y aurait toujours un soutien à l'Afghanistan d'une autre nature. Les États-Unis s'étaient habitués à une relation de proximité avec Sarkozy l'Américain, comme l'appelaient les médias outre-Atlantique. Ils vont devoir apprendre à connaître leur nouvel interlocuteur. Les deux chefs d'État ont tout le week-end pour s'apprivoiser. Et pour en parler, nos invités ce soir, invité politique du 22h, il est ancien secrétaire d'État aux affaires européennes, puis au commerce extérieur. Il connaît très bien les États-Unis. On le présente souvent comme un atlantiste. Pierre Lelouch, bonsoir. Bonsoir, je ne suis pas atlantiste. Moi, je suis un ministre français, un député français. J'étais en charge de l'Afghanistan aussi. C'est un défaut d'être atlantiste? Écoutez, madame, je ne suis pas ici pour entendre ce genre de... Mais vous connaissez bien les États-Unis? Je connais bien les États-Unis. J'ai fait un doctorat à Harvard. C'est pas parce que j'ai fait un doctorat à Harvard que je suis, entre guillemets, le laquais des États-Unis. C'est ce que sous-entend votre terme. Absolument pas. C'était pour souligner la connaissance de ce pays que vous avez. L'historien spécialiste des États-Unis, François Durper, est avec nous. Je peux le dire comme cela. Tout va bien? Oui, ça va. Notre chroniqueur. Je suis historien des États-Unis, mais je travaille pas pour la CIA. Notre chroniqueur. Et je suis pas atlantiste. Ah bah, Il ne l'est pas. Je le sais aussi. Jean-Louis Gombault est avec nous, notre chroniqueur. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Pierre Lelouch, avant de rentrer dans le détail des discussions franco-américaines, sur la forme, il y a une continuité, semble-t-il, dans la relation forte entre la France et les États-Unis. Les deux présidents l'ont affirmé. C'est important de le montrer, de le dire.
Écoutez, la France et les États-Unis sont deux républiques sœurs qui sont nées au même moment, au moment de la Révolution américaine, la Révolution française. Et ce sont deux pays qui n'ont jamais été en guerre, qui ont toujours été alliés. Nous avons aidé l'indépendance américaine, ils sont venus à notre secours à plusieurs reprises. Il y a une relation parfois de tension, parfois de compétition. Nous sommes compétiteurs, mais profondément c'est une relation d'amitié et d'alliance et de confiance. C'est une relation durable, vous l'avez dit, historique entre les deux pays. Pensez-vous qu'elle sera aussi chaleureuse, peut-être même amicale entre Barack Obama et François Hollande, comme elle l'a été, on vient de voir dans ce sujet, entre Barack Obama et Nicolas Sarkozy? Écoutez, je ne veux pas, moi, préjuger de ce que sera l'avenir. Je pense que l'intérêt national de la France commande que nous ayons une relation d'alliance. Nous avons des intérêts économiques majeurs aux États-Unis, et c'est le cas des Américains qui ont besoin de l'Europe, moins maintenant, parce qu'ils sont quand même de plus en plus tournés vers l'Asie, mais quand même le dernier territoire où on a les mêmes valeurs qu'aux États-Unis, les alliés fidèles sont en Europe. Donc l'Amérique a besoin de l'Europe, elle a besoin aussi d'une économie européenne qui va bien, ce qui n'est pas le cas en même temps, parce qu'en ce moment, la zone euro est en crise, il n'y a pas de croissance en Europe, et ça, c'est pas bon pour les exportations américaines. Donc l'Amérique a besoin d'une Europe forte, qui s'occupe de sa zone, qui soit en croissance, et ce qui se passe en Europe a des conséquences sur l'économie américaine et sur la stratégie américaine. Nous allons en parler en détail. François Durper, il reste encore sur la forme l'inconnu François Hollande aux États-Unis. Je regardais tout à l'heure les titres du Washington Post et au New York Times. Les journaux ont préféré titrer aujourd'hui sur le phénomène Mark Zuckerberg et puis l'introduction en bourse de Facebook plutôt que sur l'arrivée du président français. Bien sûr, le lendemain de l'élection française, les journalistes ont posé plus de questions à Joe Biden sur le mariage gay. Il avait tenu des propos sur le mariage gay que sur l'arrivée d'un nouveau président en France. Ils vont s'habituer, les Américains. Vous avez vu sur les images que, de toute évidence, la relation entre Barack Obama et François Hollande n'est pas de la même nature affective, en tout cas corporelle, qu'avec Nicolas Sarkozy. Ça va d'un tête avec le temps. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que Nicolas Sarkozy, vous l'avez rappelé dans le reportage, c'était l'Américain. C'est celui qui a tourné la page d'une grande partie de notre histoire, quand même, qui a été marquée, certes par une proximité, mais aussi par une tension. De Gaulle, Chirac, enfin, on connaît cette histoire. Et Nicolas Sarkozy, c'était l'allié modèle. New York Times titrait lundi, nous avons perdu le principal allié des Américains en Europe. Et puis la deuxième chose, c'est que Barack Obama, il est en campagne électorale. Dans 6 mois, il sera réélu ou pas. Et donc, faire bras dessus avec un Français qui plus est socialiste, pour l'Américain moyen du Dakota, etc. Est-ce que l'étiquette socialiste suscite toujours une méfiance outre-Atlantique? On imagine, on se souvient quand même, enfin on se souvient, on a lu aussi à l'époque, c'est une époque révolue, où François Mitterrand, dans son fameux discours Bundestag, c'était en 83, il avait donné des gages atlantistes rappelant, j'utilise le mot, que les missiles sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest. Il avait besoin de le dire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oui, être socialiste n'est pas... Mais ça dépend dans quelle sphère on circule aux États-Unis. S'il s'agit des milieux qui sont informés, évidemment qu'on sait que le socialisme à la française 2012 n'est pas le socialisme de la période de la guerre froide. Certes, pour l'Américain moyen qui va voter en novembre, les propos de Mitt Romney qui vont sans doute pas manquer de dire regardez, Obama, il a un nouvel ami et il est socialiste, peuvent faire mouche. Donc il faut que Barack Obama fasse quand même attention. Après, sur le long terme, même si la gauche américaine n'est pas la gauche française, il y a beaucoup de choses qui unissent ces deux hommes. Il y a simplement rappel que le premier G7 de François Mitterrand, qui avait eu lieu à Versailles, et il y avait Ronald Reagan, c'était très mal passé. On se rappelle que même Reagan avait été extrêmement violent. À l'époque, il y avait des communistes au gouvernement en France. Le premier G7, enfin G8 qui se transforme en G7 avec l'absence des Russes, va donc se passer à Camp David avec François Hollande. Et ça s'est très bien passé par la suite avec Mitterrand et ça se passera très bien avec Hollande. Deux hommes de la même génération. C'est pas que des questions politiques, il y a des questions aussi de génération. Reagan et Mitterrand, même génération. Avec Clinton, Mitterrand-Clinton, ils s'entendaient beaucoup moins bien. Alors Pierre Lelouch, les sujets de fond, c'est cette thèse soutenue par François Hollande sur la croissance, la relance de la croissance. Il dit qu'il a trouvé des convergences avec Barack Obama. Est-ce que c'est une bonne idée, cette relance de la croissance salutaire pour l'Europe? Est-ce que c'est une idée de François Hollande? Madame, la croissance, tout le monde est pour. Vous connaissez un pays au monde qui ne soit pas pour la croissance? Quand j'ai entendu François Hollande dire tout à l'heure qu'il voulait faire de la croissance un thème mondial, je me pince. Les Chinois sont à 10% de croissance. L'Amérique du Sud, elle est à 8% en moyenne. L'Afrique est à 8% de croissance. Il n'y a que l'Europe qui est à 0%.
ou 0,3% pour 2012. Donc le problème, c'est comment on fait la croissance en Europe dans des pays qui sont surendettés. On ne la décrète pas, la croissance. Mais non, bien sûr qu'on ne la décrète pas. C'est justement la déflation européenne, cette dépression de la zone euro qui inquiète tout le monde, les Asiatiques et les Américains. Mais bien sûr qu'à l'intérieur du G8 et même du G20, tout le monde va lancer la croissance en Europe. Mais qui va le faire et avec quel argent? Voilà la question. Est-ce que M. Hollande, qui a promis aux Français non seulement de se retirer d'Afghanistan, mais il leur a promis aussi de donner des cadeaux supplémentaires, d'augmenter le SMIC, d'augmenter les dépenses publiques, d'amender la loi sur les retraites. Comment il va faire ça et en même temps assainir les comptes publics qui sont considérés comme la condition par la moitié de l'Europe de la reprise de la croissance? Madame Merkel, elle pense que pour faire de la croissance, il faut gérer ces déficits et les supprimer. Monsieur Hollande, lui, pense qu'il faut surendetter encore un peu plus la France et l'Europe. Simplement, si vous cherchez à faire de l'endettement en plus de ce que la dette française a déjà, bah, vous allez vous heurter au refus de l'Allemagne. Donc voilà, la question de l'équation pour Hollande, c'est une équation de politique intérieure très difficile. Et pourtant, Jean-Luc Gombault, Barack Obama l'a dit, oui, c'est dans l'intérêt des États-Unis aussi que la zone euro redémarre. Il redoute sans doute un effet domino sur l'économie mondiale. Alors, toutes les considérations que vient de faire M. Lelouch, je crois qu'elles sont évidemment exactes, mais tout ça, c'est très loin de Barack Obama. Lui, débrouillez-vous comme vous voulez pour faire de la croissance. Pourvu que ça reparte. Pourvu que ça reparte. Et c'est quand même, voilà, et c'est quand même un soutien, quand même politiquement. François Hollande, c'est quand même, il peut arriver à dire, c'est vrai qu'il faut donner un contenu à ce terme de croissance. Tout le monde partage votre on est dans les mots, M. Gombault, on est bien d'accord. Pardon? Tout le monde est pour la croissance. Bien sûr, mais il peut dire à Merkel, quelque part, il peut lui dire quelque part, vous voyez, Obama est quand même plutôt d'accord avec moi. Ça peut être un argument qui peut lui être utile. Si vous le permettez, il y a une différence entre la zone euro et les États-Unis. C'est vrai que les États-Unis sont très endettés, plus que les Européens d'ailleurs. Les Japonais aussi d'ailleurs. Les Japonais sont endettés à 200% du PIB. À la limite, l'Europe est dans une situation financière plus saine. Mais il y a une différence. C'est que l'Amérique, elle, peut imprimer des dollars autant qu'elle veut. La dette japonaise, elle est détenue par les Japonais. L'Europe, elle ne peut pas imprimer des euros, puisque c'est interdit par le traité, que les règles sont ceux d'une gestion extrêmement rigoureuse, et qu'à l'intérieur de la zone euro, vous avez des pays qui sont sains et qui sont très efficaces à l'extérieur. C'est l'Allemagne, d'autres qui sont en faillite, et la France est quelque part entre les deux. Donc, aller expliquer qu'on est pour la croissance, bien sûr, mais une fois qu'on a dit qu'on est pour la croissance, on n'a pas dit comment on y arrivait. Et donc, M. Hollande, à coup sûr, va pouvoir rentrer des États-Unis en disant, voilà, j'ai convaincu le monde qu'il fallait faire de la croissance. Ce qui sera beaucoup plus délicat à expliquer, c'est avec quel argent? Qui va prêter à qui? Et si M. Hollande pense que l'Allemagne va financer des emprunts européens avec une caution allemande, je crois qu'il va rapidement découvrir que ça n'est pas possible. Jean-Luc Gombault. Alors, vous parliez de répercussions, simplement pour Obama, c'est très important, enfin en tout cas pour les banques américaines, il y a 41 milliards de dollars d'intérêts bancaires américains rien que pour la Grèce. Donc il s'intéresse à ça de très très près. Et lui, immédiatement, il se dit il faut faire de la croissance. Et M. Lelouch complète, oui d'accord, mais comment la faire? Mais lui dit débrouillez-vous, faites-en. Et puis c'est aussi, c'est pas seulement dans les actes, c'est aussi un signe, c'est-à-dire c'est fini toute austérité, il faut aussi la croissance, quels que soient d'ailleurs les moyens d'y arriver. Est-ce que c'est pas un signal pour certains pays qui sont au bord du gouffre, pour des populations qui souffrent également? Pierre Lelouch, on sait que les Grecs attendent beaucoup de François Hollande. Oui, ils attendent beaucoup, mais malheureusement, écoutez, ça fait des... C'est une réalité. Même le Roosevelt européen maintenant. Oui, j'ai entendu ça, oui. Oui, sauf que l'Europe, elle a déjà construit les grands travaux en Grèce. Les autoroutes ont déjà été construites avec l'argent européen, en Grèce, au Portugal et ailleurs. Mais ça n'a pas fait pour autant une économie grecque compétitive. Cela fait des lustres. Ça fait 30 ans que l'Europe déverse de l'argent sur la Grèce. Ça n'a pas réformé le système politique grec, qui est aujourd'hui en faillite. Et la droite et la gauche, d'ailleurs. D'où l'émergence d'une extrême gauche et d'une extrême droite anti-européenne. Nous sommes dans une situation qui est extrêmement grave. Ce pays voit des millions de personnes aller à la banque, rechercher des euros, parce qu'ils craignent de revenir à la drachme qui ne vaudra plus rien. Donc d'aller expliquer que... le tiroir caisse allemand, parce qu'il n'y a que les Allemands qui ont de l'argent en Europe aujourd'hui, est ouvert pour financer ad vitam aeternam la non-réglementation de l'économie grecque, l'absence de gestion de ce pays, c'est quelque chose que vous n'obtiendrez pas.
Et je ne crois pas une seule seconde à l'idée selon laquelle les vannes de l'argent que nous n'avons pas vont continuer à aller en il y a direction sûrement de un la Grèce. juste milieu entre l'austérité et une croissance par la relance. Il y a sûrement un juste milieu pour ce pays. Mais moi, je ne suis pas pour l'austérité. Toute cette campagne. C'est ce qu'il y a eu pendant ces derniers temps, me semble-t-il. Non, on a essayé de comprimer des déficits excessifs. Ce pays, la France, vit au-dessus de ses moyens depuis 30 ans, madame. Tous les jours, notre pays emprunte 500 millions d'euros. Vous m'entendez? Tous les jours, 500 millions d'euros. La question, c'est combien de temps? Le dernier budget en équilibre dans ce pays a été présenté en 1974 par un ancien président du Sénat, d'ailleurs, monsieur Christian Poncelet, quand il était ministre de budget. 1974. Vous pensez que qui va continuer à prêter à qui? Combien de temps ça peut durer? Donc la question, c'est est-ce qu'on peut baser une croissance sur encore plus de dettes? La moitié de l'Europe ne pense pas cela. Eh bien, c'est un débat. On va parler d'un autre sujet. François Durper, je vais vous laisser la parole. Pierre Lelouch, vous avez été en charge des affaires européennes. Ce sont des dossiers que vous connaissez bien. Il y a aussi le commerce extérieur. Et puis, vous avez été représentant spécial de la France dans la zone AFPAC, oui, Afghanistan-Pakistan. Alors, François Hollande, il a une promesse de campagne. Il l'a redite aujourd'hui à Barack Obama. C'est un retrait anticipé des forces françaises d'Afghanistan fin 2012, alors que la date butoir pour les alliés de l'OTAN, c'est 2014. Compte tenu de la situation sur place, que vous connaissez donc bien, est-ce qu'il faut sortir maintenant? Il est le président de la République, il fait comme il pense être juste. Moi, je réfléchis là en termes d'intérêt national pour la France. Ce qui est en cause dans cette affaire, il faut quand même revenir à l'origine, c'est pourquoi nous sommes en Afghanistan depuis le début. Nous sommes en Afghanistan depuis 11 ans. 11 ans. Au lendemain des Nous avons perdu attentats. 83 soldats là-bas, pour éviter que ce pays ne tombe à nouveau aux mains d'un gouvernement terroriste qui envoie des terroristes à travers le monde. L'affaire Mera, qui s'est produite il y a quelques semaines seulement, qu'un jeune Français qui est passé en Afghanistan, qui nous a été renvoyé d'ailleurs par la police afghane, et qui avait dans ses plans de faire exploser l'ambassade d'Inde à Paris, parce que tout ça, il a été pris en main par des talibans, probablement liés au service pakistanais. C'est la raison pour laquelle on est en Afghanistan. On est en Afghanistan pour éviter d'être attaqué ici. Parce que c'est de Kaboul, contrôlé par les talibans, que sont partis... très longtemps dans ce cas-là. Pourquoi Mais 2014 nous y sommes depuis très longtemps. Mais nous y sommes rester depuis plus. 11 ans parce que nous essayons de constituer, dans un pays qui a été décapité par 30 années de guerre, un gouvernement capable d'être autre chose qu'un gouvernement terroriste. Donc on a soutenu M. Karzai, on a mis beaucoup d'argent, on est en train de former sa police et son armée, et l'accord de l'Alliance à Bucarest en 2008, c'était de rester dans la durée, de faire l'afghanisation, de faire du développement économique. Ouais. Alors entre-temps, les dirigeants occidentaux ne cachent plus que la situation... Mais la situation, empire. elle est très difficile. Les Américains ont annoncé un retrait en 2014. Le président Sarkozy avait annoncé un retrait coordonné en 2013. Monsieur Hollande dit que c'est un an plus tôt. Moi, je dis que c'est remettre en cause la parole de la France. Je ne pense pas que ce soit l'intérêt national de la France que de faire, comme il l'a dit dans sa conférence de presse, un retrait anticipé et de faire en sorte que les soldats qui restent soient sous la protection des forces de l'OTAN. Parce que ce sont les autres qui vont protéger les soldats internationaux. Il y a une continuité dans l'ordre, dans l'esprit. Vous serez d'accord, peut-être Pierre Lelouch, dans l'esprit gaulo-mitterrandien, sur les grands sujets internationaux entre François Hollande, Nicolas Sarkozy et plus généralement dans la Ve République. Mais sur le style, est-ce que les deux hommes sont différents? Comment cela est-il perçu aux États-Unis? Sur le style, la presse américaine relève plutôt les points similaires. D'ailleurs, sans faire de jugement de valeur entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. On dit Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un de très dynamique, mais c'est aussi quelqu'un d'un peu impulsif. C'est ce que la presse américaine dit. Maintenant, vous savez, la science politique américaine met d'un côté ce qu'ils appellent les unitaires, de l'autre côté les dividers, les diviseurs. Sans que les diviseurs, d'ailleurs, soient stigmatisés. Hein. Il y a des hommes politiques qui avancent en divisant, voilà. Puis il y a des hommes politiques qui avancent en unifiant, dans le compromis, qui sont beaucoup plus ronds. Et donc, Barack Obama, eh bien, comme François Hollande, ils ont été accusés dans leur campagne d'être un peu trop dans le sens du compromis.
compromis, dans le transpartisan, etc. Donc ça c'est un point commun entre les deux. Le point commun aussi entre les deux, c'est qu'on va le voir sur cette question de la croissance qui est quand même importante. Alors c'est pas une question de surendetter nécessairement le pays, c'est à quelle vitesse on désendette et de quelle manière. Et qu'est-ce qu'on sacrifie en cours de route. Et il y a des points communs entre François Hollande et Barack Obama. Il y a des points communs importants, notamment l'éducation. On voit bien qu'au quotidien, Barack Obama se bat pour préserver contre le Congrès républicain les postes dans l'éducation. Pierre Lellouche, il nous reste, je crois, un peu plus d'une minute. Je voulais vous demander plus généralement, vous êtes aujourd'hui dans l'opposition. Comment vous sentez-vous? On vous sent un peu amer. Est-ce que c'est le cas, si je peux me permettre? Vous me sentez amer? Alors, je me suis mal exprimé. Et je m'en excuse. Je ne suis pas amer du tout. Je suis inquiet pour notre pays, c'est tout. Au contraire, je me sens parfaitement libre. Le fait de ne plus être au gouvernement vous donne une grande liberté, donc je dis les choses. J'ai les deux, la convergence des deux. Nicolas Sarkozy je pense avait que dit nous sommes dans un monde qui a probablement jamais été aussi dangereux depuis la Deuxième Guerre mondiale, jamais. À cause de la profondeur de la crise économique, il y a une crise systémique en Europe, il faut appeler un chat un chat. Il y a des problèmes de sécurité tout autour de nous, il y a la prolifération nucléaire, des problèmes de terrorisme. C'est une situation qui est très très difficile. J'ai peur pour l'Europe, j'ai peur pour mon pays qui continue à voir sa compétitivité baisser. Et je crains fort, mais s'il vous plaît, ne pensez pas que je rejoue la campagne présidentielle. Même si je suis en campagne législative, mon propos n'est pas celui-là. Mon propos, c'est l'inquiétude pour mon pays. Je souhaite de tout cœur que les mesures qui vont être prises par un gouvernement démocratiquement élu soient les bonnes. Simplement, si j'écoute les promesses électorales, elles vont dans le mauvais sens. C'est exactement comme sur l'Afghanistan. Je crois que ce n'est pas l'intérêt national de compromettre notre relation de confiance avec les États-Unis. Pour l'intérêt général de la France, vous souhaitez bonne chance à François Hollande et à son gouvernement? Mais ça, je l'ai déjà dit. Ouais. Mais pour l'intérêt général de notre démocratie, madame, je souhaite à notre pays quelque chose d'autre qu'un État entièrement PS, où le PS contrôlerait l'Élysée, les 2 chambres du Parlement, 21 régions sur 22, les 2 tiers des départements et la quasi-totalité des grandes villes. Ça, c'est aussi l'intérêt de la démocratie que d'avoir une opposition vibrante. Dans l'opposition et en campagne, un petit peu en vous sent. Merci d'avoir été notre invité. Je fais mon métier, madame, avec ce sourire. François Durper, merci à vous. Jean-Louis Bombaud, merci. C'est la fin de ce journal. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous avec plaisir lundi à 22h. En attendant, restez avec nous tout de suite. Votre émission Bibliothèque Médicis présentée par Jean-Pierre Elkabbach. Belle et douce soirée à vous.